Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Face à vous pour démarrer la semaine, Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Conseillère en communication proche de la France Insoumise. Donald Trump a été banni de Twitter et de Facebook, des réseaux sociaux. Est-ce une censure inquiétante, Alain, Sophia, ou finalement une régulation nécessaire ? Bon, c'est une censure déjà, donc en soi, ça n'est pas sympathique. En l'occurrence, elle est évidemment compréhensible compte tenu de l'utilisation que Donald Trump fait, mais depuis des années, évidemment, de ce canal, et a fortiori, depuis qu'il y a eu des appels de sa part à la violence qui ont abouti à ce qu'on sait au Capitole. Donc, c'est compréhensible. En même temps, ce qui est suspect, et j'en profite pour dire, on y reviendra sûrement, que moi je suis pour une modération, que je suis pour une régulation, etc. Mais évidemment, ce qui est suspect, c'est le moment et les auteurs. Parce que le moment, s'ils avaient fait ça il y a 1 an ou il y a 2 ans en disant vraiment, ils charrient, ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, on en aurait discuté, mais on pouvait le comprendre. Là, évidemment, ça fait très opportuniste, après les images du Capitole. Bon, et puis d'autre part, et c'est eux qui ont quand même une grande part de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils cherchent surtout à se défausser. Sophia Chikirou, alors Donald Trump, à la fois les réseaux sociaux, pendant longtemps, on les a accusés de ne rien faire. Là, ils agissent et ils sont accusés de censurer la parole. Ce qui est vraiment inquiétant dans ce qui est en train de se passer, c'est d'abord que ce sont plusieurs réseaux sociaux qui agissent et prennent la même décision au même moment. Que c'est une suppression du compte de Donald Trump définitive. C'est les entreprises privées. Ce sont des entreprises privées, c'est en tout cas l'argument qu'elles font valoir. Ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est que d'abord, elles se placent au-dessus des lois et de la décision d'une justice. C'est-à-dire qu'elles se font juges au nom de leurs conditions d'utilisation. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les défenseurs des libertés d'expression dans tous les pays, parce que le débat traverse absolument tous les pays. Aux États-Unis, il a lieu dans des termes assez fermes aussi, hein, comme ici, avec la même inquiétude, qui est de se dire, finalement, ils s'octroient ce droit, il s'érige en juge alors que le Parlement va décider ou non de la destitution, qu'il y aura peut-être des juges qui seront saisis parce qu'après tout il y a eu 5 morts dans cette affaire. On leur demande quand même régulièrement de réguler. Alors, justement, on y revient. Au mois de juin dernier, au moment des manifestations des Black Lives Matter, il y a eu Donald Trump avait appelé à la violence aussi. Il n'a pas été censuré par Twitter ni par Facebook à ce moment-là. Donc en effet, il y a un vrai problème du moment, c'est-à-dire qu'on voit ils prennent pas beaucoup de risques. Ça y est, Donald Trump est battu, il ne sera plus président. Il l'aurait pas fait s'il avait été réélu, selon vous ? Je pense que non. Mais je pense surtout que ce n'est pas... D'abord, il y a des précédents. J'entends dire qu'il n'y a pas de précédents. Alors peut-être pas à ce niveau-là, le président américain, certes, mais je tiens quand même à dire qu'il y a des précédents. Que Rafael Correa, ancien président de l'Équateur, s'est vu du jour au lendemain couper son compte Facebook après qu'un accord entre Facebook et l'État équatorien ait été signé le jour même, le jour de la libération, de la livraison de Julian Assange à la police britannique. Il y a eu des précédents un peu partout, et en Italie même, puisqu'en Europe, il y a eu un jugement de la justice à Rome qui a condamné Facebook, y compris à payer les frais de justice, pour avoir censuré de la sorte l'expression d'un média, en l'occurrence, et de gens de gauche. Donc la censure pratiquée par les réseaux sociaux, c'est un fait établi. Là, ils franchissent une étape qui est très inquiétante, parce que désormais, ils affirment un pouvoir supranational, au-dessus des nations, des États, de leurs lois. Ils violent des constitutions aussi, je pense que ça pourra être contesté par Trump, et c'est ça qui fait peur dans ce pouvoir-là. En même temps, on n'est pas obligé d'être sur Twitter et Facebook. Oui, non, bien entendu, mais enfin, il faut se rendre compte de ce que représentait Twitter pour Trump. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la politique sans être sur Twitter et sur Facebook. D'abord, dans les faits, Twitter est devenu l'expression politique, plus exactement l'expression des politiques. Bon, mais Twitter pour Trump, c'était quelque chose, c'était un phénomène massif, totalement atypique. Il y avait plus de 80 millions de followers, comme on dit, et c'était son arme. Donc c'était Trump, son arme politique. Twitter a servi Trump, en quelque sorte, pendant longtemps. En tout cas, Trump s'est servi de Twitter. Ça l'a aidé à arriver au pouvoir. Aucun doute. Et au détriment d'autres formes d'expression, parce que plus il s'exprimait par des tweets, et moins il acceptait des interviews, des confrontations, des enquêtes, de voir les gens, etc. Donc c'est un phénomène politique massif, même si c'est caricatural à ce point. Mais c'est une tentation qui existe. Et l'utilisation de tweets par des politiques, alors là, dans tous les pays, ça aboutit Emmanuel évidemment... Macron tweet aussi. Hein. Alors,
je suis pas en train de vous dire ils ont bien fait, puisque je vous ai dit par principe la censure c'est pas une bonne chose. Sur le plan juridique, je pense que ça va être assez compliqué parce que évidemment eux ils n'ont d'ailleurs pas le statut de journaux. Hein. Ce ne sont pas des éditeurs de presse, et là c'est un problème. Donc évidemment ils vont s'abriter devant la législation privée en disant nous on est des entreprises, donc d'accord, le droit commercial oui, le droit civil oui, mais ne nous parlez pas de politique. Sauf qu'ils bénéficient. Mais cela étant, ça va être un vrai sujet de discussion parce que moi je crois, je dis pas que j'ai raison parce que c'est un sujet très nouveau et très compliqué par sa puissance. Mais je crois que les tweets et que les réseaux sociaux en règle générale jouent un rôle de plus en plus considérable dans la politique, au détriment d'autres formes d'expression. Je pense que laisser dire quelquefois des contre-vérités délibérées ou des injures absolues, ça n'est pas une bonne chose. Donc je pense qu'il devrait y avoir une modération beaucoup plus active des hébergeurs, qu'il devrait y avoir aussi un système avec des règles européennes et peut-être internationales. Vous demandez quand même, puisqu'avec Biden, c'est possible. À ces hébergeurs pas de censurer, mais de contrôler alors. Mais d'ailleurs, théoriquement, ça existe. Simplement, c'est fait de façon extrêmement restrictive et surtout, généralement, trop tard. Mais il faut se rendre compte de la puissance que ça représente. Et toute forme de puissance politique a aussi besoin d'être regardée. Mais il faut des contre-pouvoirs. Là, alors, ce que je comprends bien, je suis votre logique. En quelque sorte, celle de Sophia Chikirou, parce que Twitter et Facebook ils ont donc censuré Trump, et vous demandez qu'on régule aussi les réseaux sociaux, que l'État régule ces réseaux sociaux. Il faut se poser la question, mais tout le monde se la pose, mais personne n'ose les affronter en réalité. On sait bien que c'est une superpuissance. Les GAFAM sont tellement puissants que même pour les chasser, pour qu'ils payent l'impôt, on n'arrive pas à leur faire payer l'impôt. Donc déjà, c'est un vrai problème. Ils ne payent d'impôt nulle part. Alors eux, c'est facile. Et donc ils sont au-dessus des lois sur l'impôt. Non, ils n'en payent pas. Je vous assure que même aux États-Unis, ils n'en payent pas. Ils trouvent toujours le moyen d'aller dans des États. Enfin, ils paient 6% quand ils devraient payer 20% ou 30%. Ils ne payent même pas d'impôt. Mais 6% serait déjà pas mal. Non, ce qui est inquiétant, ce sont leurs conditions. Ils se cachent derrière les conditions d'utilisation. Ils disent, vous avez signé, vous avez accepté nos conditions d'utilisation pour qu'on récupère vos données, etc. C'est du droit commercial. Sauf qu'à travers ces conditions, au départ, c'est du droit commercial. Sauf que là, ils vont plus loin. Ils sortent de la logique commerciale et financière. Ils entrent dans une logique politique, qui est celle d'un média social, de médias sociaux et non plus de donc seulement il devra de réseaux. avoir les règles que les médias traditionnels doivent. Exactement. Donc être reconnus, avoir le statut d'éditeur. Mais pourquoi ils n'en veulent pas? Ils se sont opposés à ce statut d'éditeur qui avait été posé, c'était à l'époque sous Hollande, et quand il y avait les négociations notamment avec Google, ils s'opposent à ce statut d'éditeur parce que ça les rend responsables des contenus qui sont publiés. Ils ne veulent pas de cette régulation-là. Je rappelle quand même qu'ils ont censuré, par exemple au mois de juin dernier aux États-Unis, ils ont censuré plus de 1000 groupes antifascistes proches des mouvements sociaux. Ils les ont censurés en même temps qu'ils censuraient 700 groupes à peu près, un peu plus. Sur quel motif ? Sur quel motif? Il n'y en avait pas. Ils n'ont aucune obligation à le dire. Oui, c'est ça. Ils peuvent exactement. Ils peuvent dire ça ne correspond pas à nos règles. Exactement. Bon. Donc ils ont des règles qui sont une idéologie d'une certaine façon aussi. Ils posent une idéologie. Face à cette puissance non contrôlée, y compris par les plus grands États et par les plus puissants, il y a quand même une réaction qui se produit. Et en ce moment, par exemple, il y a des discussions assez avancées au plan européen dont Thierry Breton s'occupe et qui fait des propositions. Qui aboutira à la loi Avia, l'équivalent, c'est-à-dire légaliser leur intervention. C'était ça la loi Avia. Oui, non, je sais. C'était leur permettre de censurer de cette façon-là, de façon légale en France. Parce que pour le moment, c'est pas légal. Si on trouve des moyens juridiques, on peut toujours trouver des moyens juridiques quand un État le veut. Si on trouve des moyens juridiques pour les responsabiliser, pour les contraindre, eux, à modérer effectivement ce qu'ils font. Sous l'impulsion allemande, parce que la seule chef d'État européen à avoir une position où elle a fait savoir que c'est Madame Merkel, donc qui a fait savoir que ça lui posait problème, que c'était problématique, c'est le terme employé. Donc pour le moment, c'est les seuls à avoir exprimé ça. On n'a pas entendu Macron là-dessus, on a entendu Bruno Le Maire, excusez-moi, Monsieur Duhamel. Bruno Le Maire, il dénonce. Bruno Le Maire parle même d'oligarchie digitale, donc c'est un terme limite gauchiste.
est du côté des insoumis, ça c'est bien clair. Mais donc on voit Tout que arrive. le problème est très important et qu'il y a un problème de poids face à eux. J'ai une question sur Trump aussi. Sur le plan européen, il y a en ce moment une législation qui est en cours d'élaboration Oui, mais et qui est portée par Thierry Breton, qui en plus connaît bien le sujet compte tenu de ses la loi Avia fonctions visait antérieures. justement à correspondre à cette législation européenne. Donc la question est de savoir est-ce qu'on pèse suffisamment aujourd'hui pour que cette législation européenne conforte les GAFAM avec, par exemple en remettant la loi Avia, la refaisant passer, ou est-ce qu'elle les bloque complètement? On pèse plus maintenant qu'hier, ne serait-ce que parce que c'est au plan européen que ça commence à bouger, que Joe Biden est plutôt favorable à ce genre de choses, et que en plus ils se sont mis, si j'ose dire, dans le pire des cas, en laissant faire les choses et en réagissant à contre-temps et de façon visiblement intéressée. Alors ça c'est les réseaux sociaux, mais Trump, puisque vous me dites finalement il est arrivé au pouvoir grâce aux réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux, c'est terminé pour Trump, il n'existe plus politiquement? Mais je pense vous auriez raison s'il n'y avait pas d'autres réseaux sociaux imaginables, mais il va imaginer d'autres réseaux sociaux. En termes de communication politique, il va y avoir sa propre chaîne de télévision et il va évidemment trouver des hébergeurs pour s'exprimer et il aura de nouveau des dizaines de millions de followers. Donc Twitter et Facebook prennent un risque aussi de créer une concurrence. De créer une concurrence, je vous dire que ce n'est pas nouveau. Je travaille dans la communication politique, cela fait plus de 2-3 ans et même en réalité des années que je conseille de se préparer à la censure des réseaux sociaux. Donc on construit des outils, et vous disiez que j'étais proche de la France Insoumise, je conseille Jean-Luc Mélenchon là-dessus, sur la construction d'outils pour éviter la censure. Je l'ai vu en Espagne dans la campagne législative de Podemos, la dernière campagne, 15 jours, c'était les 15 derniers jours, ils ont coupé WhatsApp, donc qui appartient à Facebook, a coupé WhatsApp à Pablo Iglesias. Donc il faut une réglementation. Donc il faut d'autres concurrences. Et il faut peut-être plus de concurrence. Il faut peut-être plus de concurrence, tout simplement. Moins de monopole de ces réseaux sociaux. Il faut construire en dehors des réseaux sociaux, sous la forme d'applications, de sites internet ou autre chose, des médias qui soient en dehors de ce système-là. Merci à tous les deux.